Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Hinsberger, l'entraîneur de Grenoble, pour revenir avec lui sur la victoire arrachée par son équipe à Nancy et puis pour parler aussi plus généralement de la course à la montée. On débriefera aussi cette 26e journée de Ligue 2 avec nos habituels faits marquants. Vous aurez droit également au pari. Et puis, bien sûr, on terminera par le traditionnel quiz. Aujourd'hui, pas de trio, mais un duo, Philippe Dechter, Laurent Mazur, puisque Dorian Wemmel est en vacances. Salut messieurs. Salut Oui, Alex. salut Alex. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end, un bon multi-Ligue 2? Ça va, le Multi 2 était très long à Ouais, c'était démarrer, pas le meilleur de très l'année, on très est long. d'accord. Voilà, et c'est pour ça que Dorian, après celui-là, il a dit stop, hein, je m'en vais, je vais dans les Vosges, je vais aller skier. Manque de peau, Il les fallait oublier remontées, ça. c'est férié. Il n'a pas osé faire Guingamp-Caen hier et c'est dommage parce que comme c'était moi au live, on a eu un match alors assez pourri pendant 1 heure, c'est vrai, mais on a vu des buts et on a vu une fin de match assez folle. Donc j'ai eu 4 buts, c'est pas mal hein, par rapport à ce qu'il y a eu ce week-end. Ouais. T'as vu le très très beau jeu C'était gâté. de Caen? Ouais, quand Ah bah et de Guingamp pendant 1 heure, c'était apocalyptique. Mais voilà. Bon, et ben on va parler de tout ça dans nos faits marquants, même si toi, Philippe, je crois que tu voulais plutôt nous parler de la bonne forme de Rodez qui a battu Toulouse à domicile 1-0. Oui, on va être positif et on peut être positif avec cette équipe de Rodez qui vient quand même d'enchaîner Clermont, 3 et donc la Toulouse, donc autant dire le trio de tête tout simplement. Et ce qui est fort, c'est qu'après avoir battu Clermont 2-0, ils avaient perdu à 3, mais 2-1, et franchement, ils font pas un mauvais match, ils ont été dangereux pendant toute la rencontre. Ils étaient sur une série d'invincibilité d'une dizaine de matchs, je crois, si je dis pas de bêtises, en plus, si on compte pas la Coupe de France à Brest. Et là, après l'effet à 3, et ben, ça revient bien et ils gagnent 1-0 contre Toulouse. Alors, certes, il y avait encore des conditions de jeu spéciales avec ce vent, mais bon, voilà, le vent, c'est pour les deux équipes. Certes, Toulouse avait 3 absents majeurs, et notamment au milieu de terrain, avec Spierings, De Jaegereux et Machado. Il y a Illy aussi qui était absent en pointe, qui était suspendu, mais voilà, ces 3 milieux de terrain, ça fait du mal, et ça s'est vu d'ailleurs que Toulouse avait du mal sans son milieu de terrain habituel. Voilà, moi ça me plaît parce que Rodez, c'est une équipe qui renonce jamais, qui va sans cesse de l'avant. On avait eu Laurent Perrin en invité dans la première partie de saison et c'était pas toujours simple. Voilà, il se cache pas. On sait qu'il y a des coachs qui aiment pas trop venir parler quand il y a une défaite ou quand il y a une mauvaise série de résultats. Et ben Laurent Perlat, c'est pas le cas du tout. C'est pas le genre du personnage. Et je pense qu'avec ses joueurs, il est pareil. C'est un homme entier et ça se voit dans le jeu de Rodez. On le retrouve dans ce style de jeu. Et voilà, c'est pas toujours parfait techniquement. Il y a quelques lacunes tactiques, mais il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, de gagner les rencontres. Et voilà, Rodez aujourd'hui, ils ont 30 points. C'est quand même un très bon total, surtout après avoir joué les équipes que j'ai citées précédemment. Ils peuvent voir venir pour le maintien, c'est vraiment intéressant pour eux. Et en plus, Hugo Bonnet revient avec un but exceptionnel contre Toulouse. Hugo Bonnet qui a été dans le dur pendant une bonne partie de la saison. Bon, il marque quand même 5 buts, c'est pas ridicule, mais quand on voit son total l'année dernière, on se dit c'est vrai qu'avec un Hugo Bonnet à plus de 10 buts, Rodez serait sûrement quasiment déjà sauvé. J'ai aussi envie de croire que ça peut le relancer enfin, pas le relancer parce que ce serait faux de dire qu'il fait une mauvaise saison. Ce serait trop injuste. Ça peut en fait aider Rodez et l'aider personnellement à se débloquer et à pourquoi pas justement finir la saison à quasiment 10 buts. Et dans ce cas-là, pour moi, Rodez sera assez facilement sauvé. En tout cas, bravo aux Ruténois. Et c'était vraiment une belle performance encore contre Toulouse. Il faut le faire. Battre Clermont et Toulouse à la suite, c'est assez fort. Ouais, Rodez qui est 14e et qui se déplace à la Baie des Champs samedi. Laurent, toi, tu voulais revenir sur Valenciennes 3. Ouais, Valenciennes 3 qui ouvrait cette journée samedi après-midi. Un match très intéressant, rythmé, des occasions, des buts, surtout 4. 2 buts partout, du suspense jusqu'au bout. Et puis, alors un Valenciennes mal payé, parce que je pense que sur ce match, s'ils méritaient mieux, ils ont parfaitement su exploiter
le système troyen en 3-1-4-1-1, notamment passant par les ailes, profitant de la vitesse de Cabral en première mi-temps qui a fait des dégâts. VA qui a profité aussi du nouveau trio défensif troyen en raison de l'absence pour suspension des 3 habituels centraux. Voilà, Valenciennes aurait pu prétendre mieux, aurait pu prétendre un pénalty en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Ils se sont vus refuser, je pense, injustement un but en première mi-temps. Donc forcément, à 2-0, c'est plus pareil. Donc 3 a eu cette petite chance-là avec lui. Et puis, voilà, cette malchance d'être égalisé à la dernière seconde, mais on va dire 3 continuent d'engranger des points, 3 continuent d'être premiers. Même en faisant un nul, ils arrivent à prendre un point de plus encore sur le deuxième. Bon, puis il y a le troisième qui du coup revient aussi, mais voilà, 3 est confortablement en tête, 3 a une certaine marge dans son jeu, une certaine marge dans son effectif. On l'a dit, privé de 3 titulaires indiscutables en défense, ils arrivent quand même à ramener un point de VA. Donc ça continue d'être intéressant pour les Stacks qui, sauf surprise, il sera en Ligue 1 l'an prochain. Donc profitons-en, profitons de ce jeu-là. Et du côté de VA, alors comptablement, on est à 11 points, je crois, du top 5. Il y a encore ce match face à Niort qui ne rentre pas en ligne de compte, mais en principe, VA a 3 points de plus, donc à 8 points. C'est pas encore totalement fini pour le top 5, mais il faut plus traîner, il faut convertir ce que l'on voit de bien sur le terrain, parce qu'il y a du bon. Il faut convertir ça en victoire ces prochaines semaines. Voilà, mais en tout cas, c'était un beau match et encore une fois, 3. Cette petite chance du champion, même si on a une pensée aussi pour Lenny Pintor qui sera out pendant 6 mois, victime d'une rupture des ligaments croisés. Ouais, gros coup dur pour les Troyens. Et comme tu l'as dit, Laurent, c'était un beau match, contrairement au match dont je veux parler, qui était Chambly-Auxerre. Moi, je vais vous parler plutôt de la GIA qui est, malgré sa victoire, qui est dans une mauvaise passe, je trouve, depuis le début de l'année 2021. Et en plus des résultats qui sont moyens, c'est surtout dans le jeu que je trouve ça inquiétant. Les 3 derniers matchs de la GIA, c'est un 0-0 à Ajaccio où la GIA s'est fait complètement manger, n'a quasiment pas eu d'occasion et aurait pu repartir avec un 3-0, une défaite 3-0 sans problème. Après un match nul à domicile contre Guingamp avec un but sur coup de pied arrêté après un coup franc d'Engando. Et là, une victoire à Chambly, un but encore sur coup de pied arrêté, un pénalty du Gimont. Et cette victoire à Chambly, alors qu'il y avait une équipe de Chambly diminuée, on le sait, par tous les absents liés au Covid, équipe de Chambly diminuée, mais une AGIA qui a été passive, qui n'a pas proposé grand-chose. Et on a du mal à retrouver cette AGIA un peu enthousiasmante qu'on avait en fin de première partie de saison, avec un Saki, avec un Ngando, avec du Gimont en réussite, le Billante qui ne marque plus. Et l'AGIA se crée plus d'occasion, en fait. C'est ça qui est le plus inquiétant. Donc là, prochain match, comme je l'ai dit tout à l'heure à Philippe, c'est Rodez à domicile et c'est un match qui pour moi peut être un match piège pour les Auxerrois, parce que Rodez c'est une équipe très organisée qui réussit bien face aux gros. Et donc la GIA va devoir élever son niveau si elle veut espérer garder sa 5e place. Je pense que aller chercher une des 4 premières places, ça va être compliqué, mais derrière ça revient fort. Le PFC est à 3 points, Sochaux n'est qu'à 6 points. Donc voilà, c'est 2 équipes que la GIA va affronter en deuxième partie de saison là, dans les matchs qui viennent. Donc on va voir si c'est juste un petit coup de mou passager. On sait que Jean-Marc Furlan, historiquement, ces équipes finissent fort les championnats. Donc ça va être à voir. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, si tu le permets, si tu as fini ton propos. J'ai fini. Auxerre, c'est vrai qu'en plus, il souffre. Michael Le Bihan ne marque plus depuis cet hiver, depuis la 19e journée. Il n'y a pas de remplaçant vraiment devant. Du Gimont, on a un peu parlé, mais du Gimont, c'est un finisseur certes, mais dans le jeu, il est quand même limité. Enfin, en tout cas, on ne le sent pas discret. Mathias Autrette, forcément, pèse moins. Il y a plus autant son duo avec Michael Le Bihan, on le voit moins. Les remplaçants n'apportent pas ce qu'ils devraient. Yanis Begraoui, on le voit très très peu, alors ça pourrait être une solution bis. Voilà, il y a plusieurs questions à se poser dans une équipe qui tourne un peu moins bien, et Yoris défensivement qui est maintenu alors qu'il est loin d'être l'assurance tout risque. Ouais, Furlan, il fait pas beaucoup enfin historiquement, c'est ça, il a ses 13-14 joueurs et il leur laisse la confiance. Donc du coup, je pense que quand tu es remplaçant dans une équipe de Furlan, c'est
pas toujours simple aussi de vite être en confiance. Et il faut aussi dire, Léon, il a tenu la baraque quand même sur certains matchs. Si tu n'avais pas eu un grand Léon, et même quand Djoubal est en défense, on sent c'est un peu comme quand tu as Ramos au Real Madrid, quoi. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais voilà, tu as une certaine sécurité derrière que tu n'as pas forcément quand il est absent. Et c'est vrai que le match contre Rodez, il peut être un peu compliqué, notamment face aux qualités offensives des Ruténois. Ça peut être un match vraiment charnière pour la suite de la saison d'Auxerre. Ouais, et on verra ça donc ce week-end. Merci messieurs pour ces faits marquants. Et on reçoit tout de suite notre invité. Et on a le plaisir maintenant d'accueillir Philippe Hinsberger, l'entraîneur de Grenoble. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce podcast Ma Ligue 2. On va évoquer un petit peu l'actualité du GF38 en commençant par ce match à Nancy, cette courte victoire arrachée à la 93e minute. Avec un petit peu de recul, comment vous jugez ce match ? Vous aviez été un petit peu en colère après une première mi-temps compliquée pour votre équipe. Comment vous analysez ça avec quelques jours de recul ? Écoutez, j'ai revisionné le match comme habituellement. C'est un match qui confirme les impressions que j'ai eues du banc de touche, c'est-à-dire que Nancy nous a bien pressé d'engagement, c'était un match très correct, très bien arbitré d'ailleurs par monsieur Miguel Dory, il faut le signaler. C'est pas parce qu'on a gagné en plus, mais je trouve voilà, il a bien fait ce qu'il avait à faire. La première mi-temps, pour nous, a été très, très difficile. Je crois qu'on est rentré dans la surface de réparation de Nancy à la 34e minute uniquement. Mis à part quelques coups de pied arrêtés, on a été plutôt dangereux. Le reste, on a quand même réussi, dans une mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose, à encaisser un but sur un double contre qui a lobé mon gardien, donc un but un peu bizarre. Et le point positif de cette première mi-temps, c'est qu'on est quasiment concédé très, très peu d'occasions. Et nous, on n'en a eu non plus quasiment pas. Donc, c'était une mi-temps globalement qui ne servait pas à grand-chose. En tout cas, de notre côté, moi, je n'étais pas content parce que je n'ai pas reconnu mon équipe. On a beaucoup de mauvais choix, d'erreurs techniques, absence de jeu à l'intérieur, enfin de profondeur, des choses qu'on est habituellement plus capable de mettre dans un match. Donc, il y a eu aussi un double changement à la mi-temps. Loïc Nestor étant blessé, il a été remplacé par Bart Stralman et surtout Jesse Benet qui a remplacé Flo Michel qui avait plutôt raté sa mi-temps. Ce n'était pas le seul non plus. Et Jesse Benet nous a remis l'équipe dans le bon sens. D'ailleurs, il est à l'origine de la passe décisive sur le penalty. Il a marqué le penalty et il a frappé le dernier coup franc. Donc, même si c'est un match qu'on a arraché à la quasiment dernière seconde, en tout cas dans la dernière minute, sur la dernière demi-heure, on a aussi pas mal de situations, d'occasions. On va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps, qu'un score de parité aurait été logique, mais que, écoutez, on ne va pas se plaindre d'avoir pris 3 points. Et le point positif pour votre équipe, c'est ça, d'avoir pris 3 points dans les dernières minutes, ce qui est un peu une spécialité maison de Grenoble cette année, c'est que vous faites preuve de caractère. À Auxerre, contre Auxerre, vous revenez 2-0 à 2-2. Contre Guingamp, vous arrachez la victoire dans les dernières minutes. À Valenciennes aussi en fin de match. Ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus sur cette fin de saison. C'est un point qui reste toujours positif. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Il y a déjà les changements qu'on peut faire aujourd'hui. On peut faire 5 changements au lieu de 3. Je n'étais pas forcément favorable en début de saison. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'avais tort parce que ça donne une palette beaucoup plus large à l'entraîneur. Ça permet surtout de garder, notamment sur les postes offensifs, et comme on n'hésite pas à le faire, je pense que c'est ce qui a fait notre force aussi, sur les postes offensifs, de garder beaucoup de fraîcheur jusqu'à la dernière minute. Après, écoutez, comme je l'ai dit déjà, je pense dans vos colonnes d'ailleurs, ça a été repris, on nous donne le 92, 93, 95 minutes pour jouer. Ce n'est pas la peine de faire 85, on joue jusqu'au bout. Et puis après, vous savez, dans une saison où il y a des saisons particulières, on a un petit peu plus de réussite. Mais on a pu noter aussi avec le staff que c'est vrai que cette année, on a pris, je crois, 9 points dans les arrêts de jeu ou dans les dernières minutes, mais on a aussi mis 12 buts avec nos remplaçants, c'est-à-dire les gens qui sont sortis du banc depuis le début de saison nous ont amené directement 12 points. Donc ça, c'est très, très positif. Ça veut dire que, bien sûr, le joueur qui ne commence pas le match, il est toujours déçu, mais après, à un moment donné, quand il rentre et s'il veut retrouver une place de titulaire ou quoi que ce soit, il y a aussi sa performance individuelle, que ça soit sur 10 minutes, un quart d'heure ou 30 minutes. Ce qui est paradoxal, c'est que cette année, vous marquez souvent en fin de match, dans les arrêts de jeu même, alors que l'an dernier, si on se rappelle bien, vous vous êtes fait reprendre un nombre incalculable de fois à la 92e, à la 93e. Comment on explique ce changement ? Est-ce que c'est un petit peu de chance ?
Je l'explique pas. Je pense que cette année, on a beaucoup plus de matchs, notamment à domicile, où on a mené au score. Partant de là, les matchs sont souvent un peu plus ouverts, notamment en deuxième mi-temps ou à partir de l'heure de jeu, quand l'adversaire commence à pousser un peu plus. Donc, ça nous permet aussi, ça nous laisse la possibilité, ou ça nous l'a laissé assez souvent, de marquer un deuxième but, parce que vous regarderez nos matchs à domicile, on a souvent marqué 2 buts quand même, et souvent un en première mi-temps et un en deuxième mi-temps. Donc, ça peut être une explication. La deuxième explication, c'est qu'on a quand même fait un recrutement aussi sur le plan offensif qui nous permet notamment à domicile de mieux, je dirais, rentrer dans nos matchs, de mettre beaucoup plus de pression sur l'adversaire que ce qu'on a fait l'année dernière ou aux 2 tiers de la saison. Je pense qu'arriver où on en est aujourd'hui à la 25 ou 26e journée l'an dernier, la saison dernière, je crois, on n'en a même pas fait 25 d'ailleurs, ou à peine, je pense qu'on n'avait jamais marqué dans le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc ça peut expliquer ça, et puis, mais je pense que c'est surtout que par rapport à nos changements, on arrive à garder une fraîcheur et une vraie possibilité de marquer des buts jusqu'au bout. Après la trêve hivernale, votre titre de champion d'automne, si on peut parler comme cela, vous avez connu un début de 2021 plus compliqué. Néanmoins, vous restez quand même sur 3 victoires en 4 matchs, 10 points pris sur 12. Vous redressez la barre. Comment ça s'est opéré ça? Qu'est-ce que vous avez pu dire à votre vestiaire pour retourner un peu cette situation? Non, vous savez, on a joué 3 effectivement pour avoir ce fameux titre honorifique de champion d'automne dans un match compliqué qu'on a réussi à gagner dans le dernier quart d'heure. Après, on savait que le mois de janvier serait difficile. Hein. Vous savez, nous, on n'a pas la prétention de battre tout le monde. Et puis, on s'est gardé de l'humilité, on sait d'où on vient. Mais on allait à Clermont pour commencer le mois de janvier. On recevait Auxerre. On allait à Toulouse. Bon, on sait que ces 3 matchs-là, c'est très, très compliqué. On a pris 1 point sur 9. Mais je ne vous cache pas qu'il y a eu, non pas de l'agacement, mais les joueurs étaient déçus parce que quand, à un moment donné, vous êtes en tête, même redescendre à la 3e ou à la 5e place, ben, ça fait mal quelque part dans la tête. Donc, bon, on a vu un petit peu d'énervement, un peu d'agacement. Et heureusement, on a repris notre chemin. Je pense contre Chambly, je pense qu'on a gagné après le match de Toulouse. Bon, et on a cette chance cette année de jamais rester très longtemps sans gagner. Je crois qu'on n'a jamais notre moins bon justement résultat. Il est là début janvier. Là, c'est 1 point sur 9 qu'on a pris. Autrement, avant ça, on n'était jamais resté plus de 2 matchs sans en gagner 1. Donc, ça veut dire que on sait aussi que cette année, on est capable de gagner des matchs, peut-être plus facilement que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Et que sans s'énerver, en continuant à mettre un peu de contenu dans les matchs comme on l'a fait depuis le début, bah, on peut retomber rapidement sur une victoire. Donc le discours, il n'a pas changé. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a perdu 3-0 à Clermont. Franchement, sur l'ensemble du match, on a pris 2 contres en fin de match où le dernier but ne compte pas, comme on a coutume à le dire. Le score était quand même un petit peu lourd. On a perdu à Toulouse où, franchement, à l'heure de jeu, il ne s'était toujours pas passé grand-chose. Et on a pris un corner de Bayo, vous savez, qui souvent, en tout cas contre nous, il avait mis 3 buts, 2 buts dans le championnat, le 3e c'était contre nous. Mais quand Bayo il saute, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent aller à sa hauteur, je peux vous le dire. Donc on a pris un corner, voilà, et puis une sorte de contre où on s'est aligné. La seule chose que j'ai pu faire, c'est corriger notre comportement défensif ce mois de janvier. On a fait beaucoup d'alignements hasardeux, aléatoires, sur le rond central, défensivement. On a pris des buts en contre à Clermont, on a pris des comptes contre Auxerre, on a pris un compte même pas un compte contre Toulouse, un ballon par au-dessus sur lequel on s'arrête bêtement, on prend le 2e but. Donc voilà des choses qu'on n'a pas vues pendant les 5 premiers mois de championnat. Donc il a juste fallu requalifier regarder un petit peu ça de plus près, demander qu'on ait un comportement défensif qui ressemble à quelque chose, c'est-à-dire quand on s'arrête, qu'on joue très très haut, c'est avec 100% de réussite, parce qu'autrement, aujourd'hui avec la vitesse des attaquants, vous êtes marron. Bon, voilà, donc le reste après, je vous dis, on a repris un peu notre marche en avant de victoires assez rapprochées et ça nous a remis dans le chemin. En plus, il y a eu quand même un petit phénomène, c'est qu'on est retourné à Clermont en Coupe de France, on s'est qualifié pour avant de jouer Monaco là au penalty. Ouais, dans des conditions très difficiles, avec du vent, un terrain qui était très très gras. Mais au bout du compte, cette victoire, elle nous a fait du bien du coup, et puis elle nous a remis un petit peu dans le droit chemin.
Est-ce Grand. que ce contre-coup aussi, enfin ce contre-coup, cette mauvaise passe en janvier, elle peut s'expliquer. Alors je ne sais pas si c'est lié, vous allez me le dire. Vous avez été un des clubs les plus touchés par le Covid en novembre-décembre. Vous-même l'avez été. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur le long terme avec des joueurs peut-être un peu moins bien physiquement au mois de janvier justement, ou c'est une coïncidence? Non, nous, on a été touchés plutôt mi-octobre et mi-novembre, on va dire. Et non, vous savez, on a traversé. Alors, après, il faut dire aussi, on a traversé novembre, décembre, janvier. Je ne sais pas, mais on a fait entre 6 et 8 matchs par mois, quasiment, je pense qu'entre mi-novembre et mi-février, on a peut-être eu 2 dimanches de repos. Vous voyez ce que je veux dire? On était tout le temps au stade parce que quand on jouait le samedi, on jouait le mardi. Quand on jouait le mardi, on jouait le vendredi ou le samedi. Bon, c'était une période à gérer qui était un petit peu spéciale, mais au bout du compte, on s'en est super bien sorti. En termes de dynamique de groupe, c'était très, très positif, puisque chacun savait qu'à un moment donné, immanquablement, ne serait-ce que par exemple un match sur 3, le gars, il allait jouer, quoi, parce que quand vous alignez des séries de 5 matchs, par exemple en 2 semaines, c'est-à-dire 5 matchs à 3 jours d'intervalle, je veux dire, pour quelqu'un de normalement constitué, un footballeur professionnel, il peut le faire, hein, mais il a aussi 70% de se blesser gravement, ou du moins de se blesser, ne serait-ce que même pas gravement, mais musculairement. Donc des rotations qui ont plutôt permis à tout l'effectif de s'exprimer sans qu'on ait vraiment de baisse de régime. Donc au mois de janvier, non, je pense que c'est surtout la valeur des adversaires qu'on a pu rencontrer à ce moment-là. Et puis je vous dis, un petit peu les errements défensifs dont on a pu faire preuve contre ces équipes, alors que c'était pas vraiment le bon moment ni les bons adversaires. Philippe, vous parliez de concerner tout votre groupe, notamment dans les périodes où il y a beaucoup de matchs, notamment offensivement. Vous avez pas mal de solutions, vous changez souvent d'hommes. C'est un choix de votre part justement pour concerner tout le monde, ou c'est que vous n'êtes encore pas tout à fait satisfait de la formule que vous avez et parfois vous voulez changer un petit peu les choses? Je dirais là, sur les 3 derniers mois de championnat, ça va être un peu différent parce qu'on a maintenant des matchs à peu près toutes les semaines. Donc, globalement, et avant cette période très chargée en match, il y avait quand même globalement une équipe type sur 7-8 postes qui s'est dégagée, la défense, gardien, défense, un peu les milieux, bon, Yorick Ravet. Après, ceux qui sont partagés beaucoup les postes, c'est les excentrés. C'est nos attaquants, Anani et JT, où il y en a un qui commence et l'autre qui rentre. Le coup d'après, c'est l'autre qui commence et l'autre qui rentre. On a plutôt un garçon, JT, qui est plutôt habile avec le ballon et plutôt dos au jeu. Est techniquement meilleur que Achille Anani qui est prompt à prendre les espaces. Voilà, c'est un peu sa qualité. Donc, on sait que quand on joue contre des blocs bas, notamment à domicile, c'est compliqué. On fera plutôt jouer JT parce que simplement l'environnement du match et la conception du match tel qu'on va le rencontrer fait que un profil correspond mieux que l'autre. Voilà. Après, on a un garçon comme Yorick Ravet qui a fait beaucoup de matchs parce qu'il avait beaucoup d'influence dans notre aspect offensif. Mais après, c'est vrai que c'est pour moi un élément quand même assez enrichissant et rassurant parce que moi, j'aime pas les gros effectifs. Quand je vois des équipes de Ligue 2 qui ont 30 joueurs sous contrat, je me demande franchement à quoi ça sert. Ils ont 3 joueurs par poste ou parfois 4 joueurs au même poste. Je veux dire, c'est très bien quand il y a un blessé, 2 suspendus, 3 malades. Mais dans une semaine normale, comme quand même la plupart des semaines, je veux dire, vous avez quand même des difficultés avec la dynamique de groupe. Et ça veut dire qu'au bout de 2-3 mois, vous laissez des gens sur le bord de la route, vous faites des mécontents, des sous-groupes qui ne jouent pas, qui tirent le groupe vers le bas, qui font la gueule à l'entraînement, qui font la gueule quand ils ne rentrent pas, qui font la gueule quand ils ne sont pas dans les 18, je le comprends tout à fait. Mais voilà, mon objectif, c'est aussi d'en avoir le moins possible. Donc, cette période, elle m'a permis de mobiliser tout le monde, c'est vrai. Et ces rotations ont été effectuées dans ce sens. Maintenant, sur les 3 derniers mois, je l'ai expliqué à mes joueurs la semaine dernière, c'est clair que, la performance du match et 2, le comportement de la semaine à l'entraînement sont les 2 facteurs qui seront nécessairement synonymes de sélection dans l'équipe qui va démarrer. Laurent, vas-y. Alex, vas-y. Allez. Philippe, pour parler un petit peu de la Ligue 2 dans son ensemble, vous avez l'expérience de ce championnat et cette année, tout le monde est un peu unanime pour dire que les équipes du haut de tableau jouent très bien, pratiquent un football offensif qui va vers l'avant. Vous êtes d'accord pour dire que cette année, il y a un vrai changement ou c'est juste qu'on le remarque un peu plus cette saison?
je trouve que les équipes du haut de tableau, elles sont très, 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 très fournies. Je dis globalement, je ne vais pas ouvrir le parapluie, mais nous, on n'a pas vraiment les effectifs que peuvent avoir Troyes, Auxerre, Toulouse. Bon, quand on voit la valeur marchande, excusez-moi, des joueurs de Toulouse qui ont vendu le petit, c'est qui est parti, Manu Koné, je pense, à Mönchengladbach pour, je sais pas, j'ai entendu parler de 8 ou 10 millions d'euros. Bon, voilà, quand on voit cette valeur marchande, quand on voit il y a 2 ans Honora qui était à Clermont, qui aujourd'hui fait le bonheur de Brest. Bon, moi, alors cette année, j'ai la chance aussi, j'ai 2 meilleurs joueurs, c'est clair, notamment Yorick Ravet, des garçons aussi qu'on avait l'année dernière qui ont progressé. Mais quand on voit aujourd'hui la panoplie offensive de clubs comme Toulouse, comme Troyes, alors Troyes, c'est plus dans son organisation avec des gros milieux de terrain qui sont très, très techniques. Et puis une organisation un petit peu qui dénote par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Auxerre a une panoplie offensive de malades. Quand on voit la panoplie offensive de Guingamp qui traîne, bon, qui n'est pas à sa place aujourd'hui, manifestement, c'est un club qui a eu du mal à rentrer dans sa saison et qui finalement n'y est jamais rentré. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, enfin c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est clair que pour moi, c'est très, très, très costaud, quoi. Pour moi, l'équipe qui joue le mieux aujourd'hui, c'est Clermont, avec Pascal Gastien. Depuis 2-3 ans, c'est comme ça, suivi de très, très près par Troyes, qui déploie vraiment un jeu très, très offensif avec ses excentrés qui sont quasiment des ailiers. Donc, ils défendent quasiment à 3+1 parfois. D'ailleurs, ça leur pose de temps en temps des problèmes. Enfin, c'est bien leur problème quand même. Voilà. Et puis après, nous, on arrive dans cette meute un petit peu en essayant de tirer aussi sur l'aspect technique et au niveau de la qualité du jeu. Notre épingle du jeu. Voilà, moi j'arrive aussi à un âge aujourd'hui où si c'est pour m'asseoir sur le banc et voir mon équipe balancer des grands ballons devant, je vais vous dire, je vais vite aller à la pêche. Justement, vous parliez de Troyes, d'Auxerre, de Clermont. Ce seront 3 de vos 4 derniers adversaires cette saison. Alors on voit déjà loin, on voit au mois d'avril, même si ça va vite devenir. Toulouse. Plus Toulouse, exactement. Mais ces matchs-là, ça peut correspondre pour vous à des finales très intéressantes à jouer, pour soit l'accession directe, soit pour le top 5. Est-ce qu'on se projette déjà si loin ou est-ce qu'on voit déjà le calendrier un petit peu plus proche? Il y a des équipes comme Niort, comme Pau qui vont venir, plus abordables peut-être sur le papier, mais c'est une autre paire de manches. Vous savez, on rentre dans le money time. On va arriver on est dans le dernier tiers du championnat, depuis samedi, puisque c'était la 26e journée. Donc aujourd'hui, il reste 12 matchs. 12 matchs ou 13 matchs, c'est exactement le tiers du championnat, si je calcule bien. Alors après, je vois pas trop l'intérêt de se projeter dans 2 mois si on n'est pas capable de gagner les 3 ou 4 matchs qui viennent, ou du moins de bien les négocier. Donc, il faut simplement appliquer… Alors, votre réflexion, elle m'inspire, moi, deux réflexions, justement. La première, c'est que nous, on applique bêtement quelque chose depuis le début de saison. Enfin, en tout cas, c'est ce que je demande à mes joueurs. Moi, je ne reparle jamais de classement. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est à un point du deuxième. Hein, mais vous l'avez quand même pris en photo quand vous étiez… Non, alors j'ai pris celui de la trêve en photo, parce qu'on n'est pas toujours premier à la trêve hivernale. Celui-là, je l'ai pris en photo pour qu'il reste bien gravé dans mon esprit, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qu'on attendait, bien sûr. Mais aujourd'hui… ce qui nous a permis d'avancer, c'est de mettre du contenu dans les matchs. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut battre Niort ou aller gagner contre Auxerre peut-être dans 2 mois, mais je veux dire, encore faut-il savoir ce qu'on met dans les matchs. Et quand vous ne mettez pas suffisamment dans les matchs, on l'a vu par exemple pas plus tard que samedi pour nous, pendant quasiment 1 heure, quand on ne met pas les bons ingrédients, on n'avait aucune chance de gagner le match. Donc, on fait bêtement, on fait un peu comme l'État avec le Covid, on joue, après on compte les points, et puis après le lendemain on regarde le classement tranquillement. Voilà, mais là on m'a dit c'est bien que vous ayez gagné, tout le monde a gagné devant sauf Toulouse. Moi je m'en fous, je veux dire franchement, nous on a gagné notre match à Nancy, on était contents. Après que Clermont a gagné à Ajaccio, que Auxerre batte je ne sais plus qui, bon je sais tout dire, moi tant mieux pour eux, mais c'est pas notre souci. Donc ça c'est la première chose. À un moment donné, alors bien sûr les gens disent on prend match après match, alors on se fait toujours charrier avec ça, mais c'est exactement ça. Je veux dire, un joueur de tennis quand il doit jouer en quart de finale, il regarde pas qui est-ce qui va jouer la finale ou la demi-finale, il faut déjà qu'il gagne son match. Donc nous c'est exactement pareil et ça fonctionne plutôt bien depuis le début. La deuxième chose c'est que ces équipes-là, sauf Toulouse qu'on a déjà rencontré 2 fois, on va les jouer dans les 4 ou 5 derniers matchs. Donc, on aura Troyes, on aura Auxerre, on aura Clermont.
Donc, j'ose espérer qu'on sera encore placé à cette époque, parce qu'aujourd'hui, on est quatrième ou on est quatrième à 1 point du deuxième. On n'a pas besoin de se dire qu'on ne l'est pas. On l'est. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres et le classement. Bon, voilà. Donc, on espère qu'on le sera encore dans 2 mois. Et dans le mois de mai ou fin avril et le mois de mai, mais écoutez, il sera temps de rencontrer nos adversaires qui, j'espère, seront encore des adversaires directs avec, en cas de bons résultats, des choses positives, en cas de mauvais résultats, des choses moins positives, mais on ne va pas se prendre la tête plus que ça. Vous savez, nous, notre objectif, on a fini 2 fois 9e, notre objectif, c'est de faire mieux. Bon, voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on veut faire mieux que la 9e place. Donc, pour l'instant, on est à la 26e journée, on est 4e à 1 point du deuxième. On ne va pas se dire qu'on l'a pas fait. Je veux dire, on a 48 points, on ne les a pas volés et on les a. Et on n'a certainement pas envie aujourd'hui de finir 13e ou 14e. C'est sûr. Une dernière question, pour ma part. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Brice qui est blessé depuis le match contre Chambly, pas contre Chambly, contre Ajaccio. Ajaccio, pardon, oui. Ben Brice, lui, à vrai dire, il s'est pété le petit ligament qui est, alors je ne connais pas le terme, parce qu'il est vraiment, c'est le petit ligament qui est entre le tibia et le péroné. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu emmerdant. Donc il a eu là depuis, ça fait bien 1 mois, je pense qu'on était à Ajaccio, ou 3 semaines, 1 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Un match où on était nul d'ailleurs et qu'on a perdu parce qu'on n'a pas mis assez dedans. Vous voyez, c'est pas la peine de discuter plus loin. Hein. Quand vous n'êtes pas bon, vous perdez. Ou alors, il faut beaucoup de chance, ce qui arrive une fois de temps en temps. Donc lui, depuis, il a une botte. Enfin, il a été immobilisé sans être plâtré. Il a enlevé sa botte il y a 3-4 jours. Donc ça va beaucoup mieux. Là, il marche. Il est en bonne voie. Mais bon, on est parti sur un bon 6 à 8 semaines. Hein. Donc, bon, pour l'instant, alors du coup, ça a permis, parce qu'il faut en parler aussi, à Esteban Sales, qui est notre deuxième gardien, qu'on a pris l'année dernière un petit peu comme ça pour être numéro 3 derrière Pape Camara. Et cette année, qu'on a promotionné numéro 2. Et du coup, moi, à titre personnel, je suis très heureux pour lui parce que je me suis aussi mouillé pour qui prolonge chez nous et qui signe vraiment un contrat de plus longue durée. Je suis content aussi pour Arnaud Gentil, notre entraîneur de gardien, qui a fait énormément progresser. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Esteban, c'est très bien, c'est même mieux qu'un numéro 2. Lui, il a commencé du coup à Clermont, c'est lui qui nous a arrêté 2 pénaltys. Donc, c'est vrai que pour son premier match quasiment avec nous, ça l'a mis en confiance. Donc voilà, Brice, alors pour l'instant, je pense qu'il finira la saison, mais dans les 3 à 4 semaines qui viennent, je ne pense pas que vous le verrez. D'accord, très bien. Merci Philippe, en tout cas, de nous avoir accordé du temps pour ma Ligue 2. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de saison, une fin de saison qui s'annonce passionnante avec tous ces chocs dans les dernières journées. Merci Philippe, à bientôt. On espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Winamax, les meilleurs cotes. Et on passe tout de suite à notre page Paris. Alors Philippe, dis-nous, est-ce que les conseils de ma Ligue 2 ont porté leurs fruits ce week-end ? Oui, on était pas trop mal. C'était pas non plus un sans faute, mais on n'était pas trop mal. Déjà, on avait annoncé quand même 2 choses qui étaient plutôt à contre-courant de l'ensemble des parieurs. C'est que Troyes et Toulouse ne gagneraient pas. On ne s'est pas planté, même si Valenciennes égalise à la dernière minute. Pour ceux qui ont vu le match, tout le monde est bien conscient que Troyes, avec un match nul, s'en sort. Enfin, si Troyes l'avait emporté, ça aurait vraiment été presque un petit hold-up. Et Toulouse a pas gagné, comme on l'avait annoncé également sur la pelouse de Rodez. On a fait un bon coup aussi en live avec le but du Paris FC qu'on a donné en cours de deuxième mi-temps quand Paris poussait contre Châteauroux. On sentait que Châteauroux, comme d'habitude, ça allait craquer dans la dernière demi-heure. Donc un petit Paris live qui est passé. Et hier, on avait joué Guingamp, donc c'est pas passé parce que Guingamp, pendant 1 heure, ils ont décidé de pas jouer au foot. Donc voilà. Et puis le coach Bompard, qui je pense s'était planté dans sa compo de départ, a fait les 3 changements qu'il fallait, et là tout de suite ça a tout changé. Et honnêtement, Guingamp doit l'emporter 3-2. Ils ont des énormes occasions sur la fin. Il y a un but refusé pour hors-jeu, et il y a bien hors-jeu. On invitera d'ailleurs ceux qui réclament la VAR en Ligue 2 à soit apprendre les règlements, qui fait que quand ton gardien est sorti, et s'il n'y a qu'un défenseur qui couvre, ton attaquant il est hors-jeu, et sinon à regarder les images. Mais en tout cas, il y avait bien hors-jeu, mais c'est vrai que Guingamp a eu des énormes occasions. On n'a pas été payé. Et pour les semaines à venir, enfin pour la semaine à venir, pour le week-end qui arrive, on a déjà repéré une petite cote. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sur le match Clermont-Valenciennes. Honnêtement, la carte est très compliquée.
c'est peut-être le seul match sur lequel on pariera. Je trouve que là, la sortie de cote, Valenciennes est beaucoup trop haut. Clermont est donné à 1,50. Alors que quand on voit Clermont, comment ils peuvent galérer parfois contre certaines équipes, j'avoue que je ne comprends pas, même s'ils ont été très bons contre Ajaccio. Valenciennes aime bien jouer contre les gros. Et donc, le match nul est à 4,10 et la victoire de Valenciennes à 6,75. Donc, moi, je suis parti sur un truc à la main. Valenciennes ne perd pas, ce qui fait une cote de 2,55. Honnêtement, je les vois bien embêter Clermont samedi soir. Ouais, je suis d'accord, surtout quand la pelouse de Montpied est jamais exceptionnelle. On ne sait pas quel temps ça sera en ce moment. On l'a vu dans l'Aveyron ce week-end, il y a pas mal de vent. L'Auvergne, c'est pas forcément très loin. Voilà, il y a toujours cette incertitude-là. Et puis, c'est un Clermont qui aime bien poser le jeu. Valenciennes a une verticalité très intéressante. On l'a vu face à 3. Ça embête énormément les grosses équipes, notamment les équipes qui se découvrent. Donc, Valenciennes a les cartouches, a les munitions pour aller embêter cette équipe de Clermont. Je suis d'accord. Je trouve que Valenciennes a typiquement le jeu pour gêner Clermont. Ça va vite devant avec Cabral, Guillaume en finisseur, Robaille qui leur fait un bien fou. Donc, pas si évident pour Clermont. Pas si évident que le disent les cotes, en tout cas. En tout cas, merci Philippe. Et puis, de toute façon, on rappelle que tous les bons conseils et les cotes sont à retrouver sur l'appli, sur nos réseaux sociaux et sur le site avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Et on passe tout de suite au quiz, un quiz en effectif réduit aujourd'hui puisque Dorian n'est pas là. Donc, je vous ai mis quelques petites questions en plus, messieurs. Il y aura 3 questions qui vaudront chacune 1 point. Évidemment, comme on a parlé de Grenoble avec Philippe Hinsberger, je ne vais pas vous parler de Grenoble dans le quiz, mais je vais vous parler de Philippe Hinsberger, de sa carrière. Première question. Combien de matchs Philippe Hinsberger a-t-il disputé en tant que joueur avec le FC Metz? Vous allez donner chacun une réponse et le plus proche gagne 1 point. Oh là 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 là. Je dis avec le FC Metz, mais de toute façon, il n'a joué qu'à Metz. Donc... il a joué qu'à Metz, c'est ça. Il a joué qu'à Metz. Je peux vous donner, si vous voulez, un petit indice. Non. 342, allez. 342. C'est marrant parce que j'allais dire 350, mais du coup, je vais dire 343. Ah, c'est moche. Il joue déjà, vous étiez dans les mêmes eaux. Vous étiez dans les mêmes eaux, c'est pas mal. Donc, 342 et 343. Ouais. Eh bien, c'est Philippe qui marque le premier point parce que c'était 483. 483 matchs avec Metz pour 74 buts. Donc, c'était assez 74 buts. Ouais, 74 buts. Ah ouais, c'est beau ça. Pas mal. Hein. Un cinquième, un but tous les 5 matchs presque, c'est pas mal. Un bon ratio. 1-0 pour Philippe. Deuxième question. Chacun votre tour. Donnez-moi un club que Philippe Hinsberger a entraîné. Laurent, tu es mené, à toi de commencer. Laval. À entraîner ou entraîne. Laval. Laval, oui, c'est bon. Grenoble. Grenoble, c'est bon. Metz. Metz, c'est bon. Niort. Niort, 2 fois. C'est bon. 2 fois, ça ne vaut qu'un point. Niort entre 2001 et 2004 et 2005 et 2007. Créteil. Créteil, c'est bon, 2014. Je me rappelle. 3-2 pour Laurent. Là, j'ai pêché. Il en reste 2. En France? Ouais, ça va. C'était en France. Oh non, là j'ai pas. Allez, tente un truc. Non, je vois pas du tout. Là, j'ai pas. T'abandonnes? Ouais. Donc, Laurent marque le point, 1 partout. Ça va nous faire une belle finale. Les 2 autres clubs étaient Louan-Cuiseaux, là où il a commencé à entraîner, entre 97 et 2001, et Le Havre, 2004-2005. Il a entraîné Le Havre. Ça me... Je me rappelais pas non plus ce passage au hack. Dernière question, messieurs. Ça va être une question de rapidité pour cette finale. Philippe Hinsberger donc, a entraîné Metz. On l'a dit, lors de la saison 2017-2018, il a entraîné Metz en Ligue 1. Mais Metz est descendu en Ligue 2 au cours de cette saison. Et d'ailleurs, Philippe Hinsberger s'est fait virer en cours de saison. Quel entraîneur a remplacé Philippe Hinsberger lors de la saison 2017-2018 à Metz? Vincent Ognon. Vincent Ognon, non. Antonetti? Non. Allez-y, proposez, le premier qui dit. En Ligue 1? Oui,
En Ligue 1, ils sont descendus en Ligue 2. Le changement de coach n'a rien fait, ils ont fini dernier, je crois. Oh là là. Oui, si. C'est un entraîneur qui a entraîné en Ligue 2, pas Metz du coup, mais... Oui, mais du coup. Il n'est pas resté. Après, du coup, il s'est fait virer à la fin de la saison. Enfin, Exactement, il est parti. Ouais. C'est un entraîneur français qui a entraîné en Ligue 2 plusieurs clubs. Ah, il nous a marqué. Non, si, ça avait fait parler en plus à l'époque, de manière. Bah oui, parce Il qu'il a- savait. En plus, il avait bien commencé, Insberger. Et puis après, c'est ça. Ouais. La saison est bien démarrée. Et puis Ouais, après, exactement. dégringolade. Qui l'a remplacé? C'est un entraîneur qui, depuis, n'a pas entraîné en France, mais avant, qui a fait une longue carrière en France, notamment en Ligue 2. Il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2, ce coach, en 2012. Ah. Alors là, Parce qu'il est monté, tout simplement. Il était champion en 2012. Champion de Ligue 2. c'est qui? C'est Nantes ou c'est Monaco? C'est cette année-là? Non, Non, C'est encore avant? c'était. Si je vous dis le club, ça va aller vite. Ah bah ouais. non, dis rien. Dis rien du tout. Jean Fernandez? Mais non. Non. Il Non. a entraîné dans un club où Jean Fernandez est passé aussi. Dans deux Auxerre clubs où Jean Fernandez ou est passé. Nancy Non. Bah attends, t'as dit Oignon, toi. Correa? Mais non, Correa, il y a Non. pas les- mais Ah non. non, pas Non, coréen. Et Non, dans mais ce. C'est un ancien joueur de Metz ou pas? Non. Non, rien à On est voir. dans ce style. J'ai même pas le nom sur Ici, le il a joué à bout de la Metz. Il a langue. joué à Metz une saison, en 92-93. Je savais pas. Vas-y, 92-93. Mais c'est pas son. C'est fait de gloire. Hans. Frédéric Hans. Ah Putain, oui, oui, bravo. oui, Oh là ah là. oui. Oh. Bravo. Ah oui, meilleur entraîneur de Ligue 2, oui, c'est vrai. Ah oui. Champion avec Bastia. Et Bastia, meilleur Champion avec entraîneur Bastia, en exactement. 2012. C'est lui qui a succédé à Inzaghi il entraîne sur le banc Plus messin. depuis. Il entraîne entraîne plus. plus depuis. Je crois qu'il est passé au Qatar, à Alcor, je crois, mais Avant la retraite. ouais, Ça peut servir. on a perdu Ok, sa trace, là, un petit peu, Frédéric Hans. Bon, en tout cas, beau duel, messieurs, bravo pour Bravo, ce Laurent. quiz spécial. Philippe Insberger, merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toute l'actu de la Ligue 2, bien sûr, est à retrouver sur le site et sur l'appli. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, pas pour un podcast, mais pour un live, puisque mardi prochain, il y a une journée de Ligue 2 juste avant la trêve internationale. Donc voilà, on se dit à bientôt. Salut! Salut!